La collapsologie, elle n'émerge pas de nulle part. C'est vraiment un courant de pensée qui s'inscrit dans des courants plus anciens et donc dont la filiation ne remonte pas seulement au courant d'écologie politique dont on date l'origine à l'après-guerre, aux années 60, 70, mais qu'en fait, elle porte des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Et le New Age, alors c'est c'est un courant qui émerge dans les années 60, qui se développe dans les années 70, avant de 80, avant de beaucoup diminuer. Mais ce New Age, il vient pas de nulle part non plus, il vient des courants précédents, qui sont en fait d'autres courants alternatifs, d'autres courants spirituels. Je pense notamment à la théosophie, à l'anthroposophie. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Jean Chamel. Bonjour Jean-Philippe. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un thème que beaucoup de personnes connaissent plus ou moins de près ou de loin, qui est la collapsologie, mais pas forcément dans le détail, pas forcément avec une connaissance très fine. Et du coup, c'est ce que je propose de faire aujourd'hui ensemble, vu que vous avez travaillé sur le sujet pendant plusieurs années. Alors pour démarrer, Jean, est-ce que vous pourriez vous présenter, dire un petit peu qui vous êtes et comment vous en êtes venu à travailler sur le sujet de la collapsologie? Ah oui, déjà merci de m'avoir invité sur votre podcast. Moi j'ai un parcours qui a commencé par une école d'ingénieur. J'ai commencé très loin de l'anthropologie. Et j'ai travaillé suite à ces études quelques années dans les énergies fossiles même, tout en sachant que c'était pas mon milieu et qu'il fallait que je m'en éloigne. Et ensuite, je me suis reconverti en faisant des études de développement, donc plutôt en lien avec la coopération internationale. Donc j'ai travaillé un petit peu pour des agences des Nations Unies juste après. Et puis a émergé rapidement l'idée de faire une thèse en anthropologie des religions. Sur un sujet qui n'existait pas encore, puisqu'on ne parlait pas encore de collapsologie, mais qui s'est révélé être le cœur de mes intérêts et de ma recherche. Et peut-être comment est-ce que vous en êtes venu à choisir aussi de travailler en anthropologie et sur anthropologie des religions, étant donné votre bagage, en tout cas au niveau des études, comment est-ce que ça s'est fait? Je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre comment on est arrivé à l'objet de son enquête ou de son étude. Ah oui, tout à fait. En fait, j'ai eu donc, quand j'ai fait ce master en études du développement à Genève, j'avais des cours en sociologie politique et anthropologie. J'ai tout de suite trouvé ça extrêmement passionnant, et notamment un cours d'introduction à l'anthropologie du religieux, et puis anthropologie politique aussi, en croisant un peu les deux. Et je trouvais ça absolument fascinant en fait. Et je me suis dit, il faut que je fasse une thèse là-dessus sur un sujet qui creuse ces questions. Voilà, il y avait un peu cette idée voilà, c'était un peu le point de départ de ma recherche. C'était une question un peu bête que j'ai vite abandonnée, mais qui était le point de départ. C'était est-ce qu'on peut considérer l'écologie comme une nouvelle forme de religion? Et alors, en deux mots aussi, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que l'anthropologie des religions? Parce que l'anthropologie, peut-être qu'une partie d'entre nous voit à peu près, enfin, arrive à cadrer un petit peu cette discipline. Anthropologie des religions, je ne suis pas sûr. Alors effectivement, c'est d'ailleurs pas tellement une discipline qui existe en tant que telle, mais ça permet en fait de croiser le fait que mon ancrage disciplinaire était l'anthropologie, mais que j'étais inscrit en doctorat en sciences des religions. Donc c'est surtout ça. Et en fait, les anthropologues, quelque part, se détachent assez vite du concept de religion, le critiquent assez vite, parce que la religion, en fait, ça n'existe pas tellement en tant que tel, quoi. Ça renvoie au christianisme et au plaquage sur d'autres sociétés de ce qu'on appelle religion, en faisant des parallèles un peu hasardeux, en essayant de chercher dans toutes les sociétés l'équivalent du christianisme pour les sociétés occidentales. Donc ça marche assez bien évidemment avec les autres religions du livre, mais dès qu'on s'éloigne, dès qu'on sort un petit peu de ça, ça marche beaucoup moins bien. Et donc voilà, les sciences des religions et l'anthropologie
quelque part déconstruisent un peu ce concept. Et c'est pour ça que je vous disais, cette question de départ était de poser la question, l'écologie est-elle une religion? C'est vraiment une question un peu bateau qui sert de point de départ utile. D'un point de vue heuristique, c'est intéressant. Mais il fallait assez vite passer à autre chose. Bah, je vous remercie. Bah, du coup, pour rentrer un peu dans le sujet de votre thèse, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur bah, comment est-ce que vous avez abordé justement cette enquête? Quelle a été votre méthodologie? Comment est-ce que vous avez choisi votre terrain et un petit peu comment votre objet d'étude a évolué? Oui, tout à fait. Alors, je commence cette thèse en 2012 à l'université de Lausanne. Et donc voilà, il y a cette question du religieux, du croisement du religieux et du politique, et puis cet aspect un peu lié au mouvement, en fait, ce qui porte, côté un peu millénariste, je dirais. On reviendra sûrement un peu sur ce terme. Et donc je me dis, je vais creuser cette question-là sur l'écologie. L'écologie, c'est assez vague, assez général, et se pose effectivement la question de quel terrain aller explorer, quelle personne rencontrer, dans quel cadre mener cette enquête. Et c'est là que se dessinent petit à petit deux axes, en fait, qu'au départ, je pense de manière tout à fait séparée. Et je pense pas qu'ils interagissent tant que ça, donc je le vois un peu comme deux piliers de cette recherche. Le premier axe, c'est l'axe catastrophiste. Je me rends compte, enfin je sais bien, parce que moi-même je m'intéresse fortement à ces questions d'écologie, c'est ça aussi qui m'amène à faire cette thèse, c'est aussi un questionnement très personnel. Et je me rends compte qu'il y a cette question, voilà, de la perspective catastrophiste. On ne parle pas encore d'effondrement à ce moment-là, ou un petit peu, mais le mot n'est pas connu, l'essor, le succès qu'il a dans les années qui suivent. Et voilà, je fais un peu le parallèle catastrophisme, apocalypse, religion. Donc je me dis, tiens, voilà un bon axe d'étude sur lequel étudier. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à m'intéresser beaucoup à un milieu en particulier, un institut qui est l'Institut Momentum, qui est à Paris, qui a été créé par une journaliste, Agnès Sinaï, et puis Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement du Parti des Verts. Et donc ça crée un premier axe de recherche, une première piste. Et puis il y a un deuxième axe qui est la question qui saute également aux yeux, qui est celle de la spiritualité. Donc je suis à Lausanne, il y a Dominique Bourg qui est prof dans cette université, il vient de sortir un ouvrage collectif justement sur la question de l'écologie et de la spiritualité. Et donc je creuse cet autre axe, cette autre piste que je pense de manière qui est assez indépendante de la première. Et je vais voir des gens voilà, qui se revendiquent d'une certaine forme d'écologie et de spiritualité. Et puis ça m'emmène vers explorer différentes pistes comme le mouvement de la transition intérieure, un peu les colibris. Et puis on reviendra dessus un peu plus tard, je pense. Mais voilà, ça m'amène après à Findorn, aller voir les éco-villages. Et puis le travail qui est relié, sur lequel on va revenir. Et puis je spoil un peu, mais un gros intérêt de cette recherche, c'est de montrer finalement qu'au bout d'un certain temps, ces deux axes que je pensais séparés se rejoignent, se combinent, se mélangent, et en fait, ils sont indissociables. C'est un peu ce que je montre dans ce livre. Et justement, comment est-ce que vous avez opéré pour faire le lien entre ces différents personnes, courants, ou en tout cas manière d'entrevoir l'écologie, la catastrophe? Comment est-ce que vous les avez repérés, entre guillemets, et puis après, comment est-ce que vous avez réussi à naviguer à travers ces différents écosystèmes? Et de quelle manière est-ce que vous avez choisi d'approcher, puisque il y a toute une partie de votre enquête qui est une ethnographie, hein, si je dis pas de bêtises, Mm-hmm. et mais aussi après des entretiens. Est-ce que vous pouvez revenir aussi là-dessus sur la manière dont vous avez appréhendé justement ces questions? Bah, un peu comme toutes les recherches en anthropologie, où il y a un terrain, où on fait de l'ethnographie, on procède par boule de neige. On repère deux, trois personnes, on va les voir, ces personnes vous parlent d'autres personnes, elles vous mettent en contact. Et puis petit à petit, comme ça, on déroule une espèce de pelote et on arrive à cartographier ces réseaux d'interconnaissance. Donc, pour tout ce qui était le côté catastrophiste, effondrement, donc j'avais repéré cet Institut Momentum. Donc il y avait toute une liste de personnes qui étaient des membres, des contributeurs à l'Institut que j'ai pu contacter. Il y avait d'autres personnes, comme je vous disais, je m'intéressais à ces sujets, donc il y avait des personnes que j'avais en tête, dont, je sais pas, moi j'étais très intéressé par les travaux de Jean-Marc Jancovici à une époque. Donc il y avait lui, il y avait, voilà,
vous lisez des trucs, vous regardez un peu sur Internet, vous tombez sur des noms, vous vous dites ça peut être intéressant. Et puis après, vous voyez un peu quand. Évidemment, il faut que faut que ça fasse sens, il faut que ça fasse réseau. Donc si c'est juste une personne dans son coin qui fait des choses qui n'est pas du tout connectée aux autres, ça va pas. Donc il faut aussi penser à cette cohérence que ça construit un réseau. Voilà, c'est un des défis de ce type d'ethnographie, puisque comme vous pouvez vous imaginer ou vous le savez, l'anthropologie était une discipline quelque part coloniale, impériale, qui envoyait des chercheurs occidentaux qui allaient faire des études de sociétés qu'on disait exotiques, de peuples autochtones notamment. Et donc l'unité était assez simple, c'était aller voir une tribu, aller dans un village, et le cadre était très facilement posé. Là, on se retrouve avec des liens beaucoup plus nébuleux de personnes qui se connaissent, qui s'apprécient ou s'apprécient pas d'ailleurs. Et donc il faut arriver à être au clair un peu dans tout ça. Et puis il y a aussi les personnes que vous connaissez déjà, enfin dans mon entourage, je veux dire, que je connaissais déjà, ou qui m'étaient recommandées par des gens que je connaissais, qui me disaient tiens, tu peux aller voir X ou Y, ça peut être intéressant, il peut t'apporter des choses, et puis cette personne pouvait ouvrir sur d'autres personnes. Donc voilà un petit peu comment se fait le travail de construction d'un terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur les enquêtés, justement? Vous avez parlé de l'Institut Momentum, Jean-Marc Jancovici, Dominique Bourg. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'il y a des profils, qui sont un peu ces personnes? Oui, tout à fait. Alors, si jamais les personnes qui sont intéressées pourront. Voilà, je précise que mon livre est accessible, le PDF est en libre accès sur Internet. Peut-être que vous pourrez mettre le lien quelque part. Et si vous allez directement à la page 24 du livre, vous avez un graphique où vous voyez un peu toutes les personnes que j'ai pu approcher, rencontrer, contacter. Et en fait, il y a un autre trait important que je n'avais pas mentionné, c'est que beaucoup de ces personnes que j'ai rencontrées étaient quelque part on peut dire des intellectuels de cette forme d'écologie, donc qui se révèle à la fois catastrophiste et spirituelle. Intellectuels parce qu'ils ont ils produisent des discours. C'est des gens qui écrivent surtout des livres, qui peuvent animer une revue ou écrire dans des revues ou écrire des tribunes. On était un peu moins dans voilà, je vous dis, c'était 2012 et les années qui ont suivi, donc les côtés réseaux sociaux, YouTube, tout le côté un peu vidéo était moins présent ou était balbutiant. Donc c'était très lié à l'écrit. Et donc il y a cette dimension quelque part d'intellectuel de l'écologie, avec souvent la figure du livre en fait. Et là j'ai ce graphique sous les yeux, donc je peux vous dire les noms qui ressortent en plus gros, parce que plus les personnes sont connectées au sein de ce réseau, plus leur nom est écrit en gros. Donc Dominique Bourg était une personne très centrale, Yves Cochet et Agnès Sinaï, dont je vous ai déjà parlé, évidemment, et puis Pablo Servigne, on parle de collapsologie, donc très évidemment, et son co-auteur du livre qui a lancé la collapsologie, bon, lui qui est un peu moins connecté, en tout cas à partir des gens que j'ai pu rencontrer, qui est Raphaël Stevens. Et puis tout un tas d'autres noms, donc Jean Covici, Grandjean, Dominique Méda, peut-être Gaël Giraud, ça veut dire quelque chose. Nicolas Hulot, bon, que j'ai pas rencontré, mais qui était pas mal à côté. Même Mathieu Ozano, qui dirige maintenant le Shift Project. À l'époque, il écrivait son livre sur l'or noir. Philippe Biwix, qui a écrit plusieurs livres, qui fait partie, qui était contributeur à Momentum. Pierre Rabhi, donc qui est décédé, que j'ai pas rencontré, mais qui était aussi une personne un peu centrale. Et puis voilà le côté un peu plus près de l'écologie spirituelle, avec des noms peut-être un petit peu moins connus du public francophone, français. Des personnes comme Michel Maximegger, Philippe Roch, qui sont très connus en Suisse romande, puisque on va dire la couverture géographique de mon enquête, c'était la France, la Suisse romande, et puis au final un petit peu la Belgique wallonne francophone et Bruxelles. Voilà d'autres noms que je peux citer. Il y avait aussi des journalistes que je suis allé voir au début, comme Jade Lengard, donc qui sont des personnes un peu plus en périphérie, d'ailleurs on le voit bien sur le graphique. Des personnes comme Stéphane Foucard aussi. Valérie Masson-Delmotte, j'étais allé la voir aussi. Donc, là, c'est des personnes un peu plus périphériques. Voilà. Si vous restez qui sont jamais définis comme collapsologues, on verra un petit peu après qu'est-ce vraiment la collapsologie et comment on s'en réclame ou on s'en réclame pas. Mais ça vous donne une idée de ce milieu de personnes souvent qui se connaissent, qui peuvent s'apprécier et qui constituent ce milieu d'émergence de la collapsologie qui vient en fait nourrir, qui vient puisque c'est des personnes qui écrivent
Et donc, les fondateurs, je les ai dit, donc Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ils connaissent un certain nombre de ces personnes, ou ils les lisent, ou ils savent de quoi ils parlent. Et c'est à partir de là qu'ils écrivent leurs livres et que le mot de collapsologie est forgé et puis petit à petit devient de plus en plus connu. Oui, parce que vous l'avez déjà précisé, mais c'est vrai que voilà, toutes ces personnes ne se réclament absolument pas de la collapsologie. Et d'ailleurs, votre enquête est antérieure à la création du mot. Hein. Voilà, Donc donc voilà, ça démarre en on peut pas 2012. Et mettre dans des le cases. livre de Pablo et de Raphaël, il sort en 2015. Et puis, il met quand même quelques mois ou années avant de faire son chemin dans les discours publics. Donc, en fait, ma thèse, le livre, il est sorti donc cette année, au mois d'avril 2024. Mais la thèse, je l'ai soutenue en 2018. Et en fait, le mot collapsologie n'est pas tellement mis en avant. Il est là, hein, mais il n'est pas tant mis en avant que ça. Il n'est pas dans le titre, par exemple, de la thèse. Parce qu'à l'époque, on n'en parle pas. Quoi. Il y a Pablo Servigne, Raphaël Stevens qui ont écrit ce livre, qui se revendiquent de ça. Mais il y a pas encore toute cette, on va dire, cet engouement qui se crée autour de ce concept, de ce mot, à ce moment-là. On tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure, mais du coup, est-ce qu'on définirait pas un peu la collapsologie? Est-ce qu'on peut d'ailleurs définir ce que c'est? Est-ce que vous tenteriez une Alors tout à définition? fait, oui. Le terme est un néologisme, donc il faut peut-être revenir à la définition qui est proposée par ses inventeurs, ces pères fondateurs que sont donc Servigne et Stevens, qui dans leur premier livre qui est Comment tout peut s'effondrer. J'ai plus le sous-titre en tête, mais je crois que c'est Manuel de collapsologie à l'intention des générations présentes. Donc le mot est dans le sous-titre. Donc il désigne la collapsologie comme, je cite, entre guillemets, l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l'intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus. Voilà, c'est à la page 253. Je suis surpris que ça arrive aussi tard dans leur livre, mais c'est comme ça que je l'ai cité, voilà, de leur livre de 2015. Et ça, et par rapport à vous, la manière dont vous pouvez l'appréhender aujourd'hui avec le recul par rapport à finalement ces différents courants émergents que vous avez étudiés, est-ce que vous tombez d'accord avec cette définition? Comment est-ce que vous, en fait, plus précisément, vous définiriez ou je sais pas, offririez une cartographie de la collapsologie? Euh, Alors, voilà, tout est dans le mot, hein, collapse, l'effondrement, et le logos, l'étude, donc l'étude de l'effondrement. Donc c'est ça le cœur, et effectivement, c'est le projet que portent euh, Servigne et Stevens. Donc c'est pas un mouvement militant, c'est plutôt voilà, une ambition de créer un courant qui discute du sujet, de l'objet effondrement, étant attendu que pour des raisons notamment écologiques, mais aussi de limite des ressources ou de questions de crise systémique, il serait possible que nos civilisations occidentales, qui demandent énormément de ressources, de matière, d'énergie, qui produisent énormément de déchets, pourraient s'effondrer. Donc voilà, il y a pas grand-chose à discuter autour de ça. Ce qui peut faire peut-être plus débat, c'est la question de est-ce que la collapsologie est une discipline scientifique? Alors effectivement, pas tant que ça. C'est d'ailleurs Servigne et Stevens ne se revendiquent pas d'une science. Ils sont eux-mêmes scientifiques. Pablo Servigne, il a fait une thèse en entomologie, il me semble. Mais c'est plutôt l'idée de lancer un courant et puis de se dire que peut-être un jour, ça finalement émergera de cela une vraie discipline scientifique reconnue par les pairs, enseignée à l'université. On en était loin, on en est toujours très loin. Mais il y avait un petit peu cette ambition, mais une ambition, on va dire, comment dire, qui était pas lancée par des chercheurs, en fait, qui était lancée par des intellectuels de l'écologie, comme ils le sont, ils s'en revendiquent, qui cherchent à créer, en fait, enfin, ils cherchaient plutôt à populariser cette idée, cette question de l'effondrement, et en ça, ils ont parfaitement réussi. Donc, moi, je suis pas, moi, je suis anthropologue, donc je suis là
pour étudier des discours, des pratiques, des représentations, des imaginaires. Donc, j'ai pas à me positionner sur la scientificité ou non de cette collapsologie, même si finalement, elle ne fait pas tellement débat, parce que comme je vous dis, ses fondateurs ne revendiquent pas cette scientificité. Par contre, ils revendiquent le fait qu'elle s'appuie sur les travaux scientifiques reconnus, ce qui est dans la définition que je viens de vous lire. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ces premiers collapsologues, ces précurseurs, sont des bibliopathes qui lisent énormément. J'étais allé voir Pablo Servigne quand il vivait au hameau des Buis en Ardèche. Il y avait des bibliothèques sur tous les murs, quoi, une quantité énorme de livres qu'il avait tout lu. Donc, et on peut voir dans le livre qu'il y a une énorme bibliographie. Alors, est-ce que le fait de se référer à énormément de travaux scientifiques, cela donne une caution scientifique? Pas tellement, en fait, puisque la science, c'est une démarche, en fait, c'est une méthodologie. Et ce n'est pas ce qu'ils proposent, en fait, dans leur livre, c'est pas ce que propose le courant de la collapsologie. Mais voilà. Et puis dans les travaux sur lesquels ils se reposent, en fait, il y a un peu de tout, c'est assez hétéroclite. Et c'est pas du ressort, on va dire, de la science occidentale moderne, on va dire la science actuelle, d'arriver à construire une science à partir de ces travaux si hétéroclites. C'est tellement varié qu'il n'en ressort pas un discours scientifique, en fait. Il ressort un discours, une espèce de pot pourri, de melting pot, de différents savoirs qui sont assemblés d'une manière qui est tout à fait intéressante, mais qui n'a pas la rigueur de travaux scientifiques. Et puis aussi, il n'y a pas que des travaux scientifiques, il y a aussi la littérature grise, des rapports, comme les rapports de l'Agence de l'énergie, ou des choses comme ça, ou des travaux qui peuvent être un peu plus sujets à caution. Par exemple, sur la question de l'effondrement, voilà, il y a évidemment les travaux précurseurs en la matière qui inspirent beaucoup Savine et Stevens, qui sont les livres très connus de Jared Diamond, l'effondrement, ou de Tainter, je crois, un chercheur indépendant qui théorise autour de l'effondrement de l'Empire romain. Et ça, c'est pas des travaux scientifiques, c'est d'ailleurs des travaux qui sont critiqués par les scientifiques qui s'inscrivent dans la communauté, qui publient dans des revues à comité de lecture, etc. Donc voilà, j'essaye de vous donner un peu cette idée de ce foisonnement d'études, et puis qu'au final, ça donne un courant, des discours, mais qui n'appartiennent pas à la sphère scientifique en tant que telle. Alors sans essayer de faire rentrer cette question de la collapsologie comme une discipline scientifique, ou peut-être comment est-ce qu'on pourrait la positionner, comment est-ce qu'elle se différencie ou se démarque des autres courants de l'écologie, en tout cas à l'époque où vous regardez la chose, donc entre 2012 et 2018. En quoi est-ce que c'est singulier, en fait, ce que vous observez? Alors la collapsologie, bon, c'était déjà en gestation en fait au sein de l'Institut Momentum, même si on parlait pas encore d'effondrement ni de collapsologie, mais l'effondrement petit à petit devient le mot qui cristallise cet intérêt. En fait, c'est un retour au rapport Meadows, au rapport Meadows-Alt à la croissance, ou les limites de la croissance, qui a été publié, enfin qui a été écrit pour le Club de Rome, et qui a eu un énorme retentissement dans les années 70. Je crois qu'il est sorti en 1972, 72. Et ce rapport, en fait, quelque part, il est issu d'une modélisation de l'humanité dans son environnement, donc dans la planète Terre. Et puis, il démontre que si on ne contrôle pas toutes les variables on va dire, de fonctionnement de l'humanité, qui sont toutes en mode croissance, c'est-à-dire croissance de la population, croissance de la production industrielle, et en même temps croissance de la pollution, ou aussi décroissance des ressources naturelles. Et bien si toutes ces variables ne sont pas contrôlées, si on ne pose pas une limite à notre système mondial, on va dire, de croissance à la fois économique et démographique, eh bien ce système Terre, ce système humanité-Terre, ne pourra pas perdurer infiniment, et puis il va y avoir un système, des formes de pic, et puis de décroissance de ces différents indicateurs. Donc ça a eu énormément de succès dans les années, comme je vous disais, les années 70, et puis c'était passé un petit peu plus inaperçu dans les années
années 90-2000, où bon, il y a d'autres chercheurs qui ont théorisé une forme de, comment dire, le terme m'échappe, euh, comment dire, d'institutionnalisation de l'écologie, en fait, où les mouvements militants sont affaiblis et puis se recyclent quelque part dans un travail plutôt de conseil, d'études, d'incorporation dans les cercles de décision, etc. Et quelque part, avec l'Institut Momentum et la collapsologie, on en revient à cette question qui, à l'époque, avait eu un énorme retentissement des limites du système, des limites de la croissance et de la possibilité d'un effondrement presque civilisationnel. Hein, c'est les termes qu'emploie Servine et Stevens. Donc, ils se situent à ce moment-là, en fait. Ils vont à l'encontre alors, évidemment, de tout ce qui est capitalisme vert, greenwashing, tous les discours qui disent que ne vous inquiétez pas trop, on va avec des solutions technologiques, etc. On peut continuer comme avant avec de l'hydrogène, de l'électricité, etc. Donc ça va évidemment à l'encontre de tout ça. Mais ça remobilise aussi même les discours plus militants, qui étaient peut-être plus centrés à l'époque, qui le sont d'ailleurs toujours, je pense, sur des questions aussi sociales, qui sont aussi très importantes et qui est aussi un gros angle mort de la collapsologie. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, j'imagine, enfin, depuis que vous avez commencé cette enquête en 2012, et notamment sur le terrain francophone. Je pense à 2015 avec la COP à Paris, puis ensuite les marches pour le climat, etc. Enfin, tout un tas de différents mouvements, et puis ensuite des mouvements militants un peu plus, un peu plus radicaux. Et du coup, pour essayer de bien comprendre un peu cette genèse à ce moment-là de ces personnalités, ces intellectuels, comme vous dites, que vous allez voir. Est-ce que ce sont des gens qui ont pignon sur rue? Est-ce que finalement ils sont très marginaux, marginalisés? Leur discours, est-ce qu'il a un certain écho? Auprès de qui? Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Alors c'est assez intéressant parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des positions qui ont pu avoir ou qui ont des positions, on va dire, j'ai pas envie de dire de pouvoir, mais en tout cas qui connaissent peut-être un certain succès dans leur insertion dans la société. Mais il y a toujours la trace quelque part d'une forme de marginalité oui, de marginalité qui est toutefois très relative. Hein. Vous avez par exemple, on prend Yves Cochet, qui a été ministre, mais on voit que toutes ces questions d'effondrement, etc., ça intervient après qu'il soit ministre, donc avec une certaine forme de marginalisation, voilà, très très relative, comme vous pouvez imaginer. Je pense aussi à Dominique Bourg, donc, qui était prof d'université à Lausanne, qui était donc une position assez intéressante, qui avait eu accès à Jacques Chirac à l'époque par Nicolas Hulot, dont il était proche. Et donc qui avait pu être pendant quelques années assez proche de certains cercles de pouvoir, et qui a évolué, en fait, qui a radicalisé son approche et son discours. Et ça coïncide aussi à un moment où il s'était éloigné donc, de ces cercles de pouvoir. Donc vous avez aussi des personnes qui sont journalistes dans des grands quotidiens nationaux français, mais qui ont des positions en termes sociologiques qui sont tout à fait intéressantes, etc., mais qui gardent quand même, qui portent en eux une certaine forme donc, de marginalisation, de marginalité, parce qu'on ne les écoute pas ou parce qu'ils sont à contre-courant, en fait. Ils sont à contre-courant du mainstream qui voit les questions écologiques comme secondaires, comme des choses qu'on peut résoudre d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Et il y a un autre profil de personnes, c'est des personnes qui, quelque part, choisissent de se marginaliser, qui choisissent le fait de ne pas réussir dans une société qui ne leur convient pas, et qui donc se situent un petit peu à l'écart, alors de manière plus ou moins provisoire. Hein, donc vous avez un fort niveau d'études. J'ai rencontré peut-être une soixantaine de personnes, et sur ces 60 personnes, vous en avez plus du tiers qui a fait des études longues, qui a même une thèse de doctorat. Et vous avez donc un certain nombre de profils, un certain nombre de personnes qui
choisissent une certaine forme de marginalité, en fait, qui bifurquent un peu, comme ce terme est devenu plus à la mode après que j'ai fini ma thèse. Mais en fait, en quelque sorte, ils bifurquaient un peu avant l'heure. Ils refusaient de réussir dans une société où ils seraient obligés de renoncer à certaines valeurs ou à certains constats par rapport à l'évolution de la société. Et donc, ils font des choses en accord avec ça. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que certaines personnes, du coup, étaient à l'époque de l'enquête assez marginalisées et elles rencontrent un certain succès après coup quand les questions d'écologie deviennent plus mainstream. Euh, je pense à Pablo Servigne notamment, qui a eu quand même un important succès médiatique avec ses livres, quand on a beaucoup parlé de collapsologie. Je peux penser à Mathieu Ozano aussi, qui, à l'époque où je l'ai rencontré, il écrivait son livre donc sur le pétrole, et il vivotait un peu comme ça, et puis qui maintenant, en étant le directeur de ce Shift Project, a accès à pas mal de dirigeants ou de personnes influentes. Voilà, je sais plus trop que dire de plus à ce propos. Non, non, mais c'est très bien. Ça m'amène à une autre question aussi par rapport à cette situation marginale, voulue ou subie, on va dire, hein, par rapport à ce moment-là, par rapport à eux, leur vision ou leur prisme, enfin, leur regard sur la question écologique, donc à travers les limites à la croissance, à travers oui, enfin, le fait que, bah, comme le dit le rapport Meadows, hein, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini et que effectivement il y a on court soit une catastrophe, soit un effondrement. Comment est-ce qu'ils en arrivent là, ces intellectuels? Comment est-ce que finalement, dans un monde où finalement la vision hégémonique est plutôt celle du capitalisme vert, du progrès technologique à tout va, comment est-ce que ces personnes-là, donc, qui ont fait de très grandes études, qui donc du coup sont quand même intégrées d'une certaine manière au système, bah, finalement portent une vision à contre-courant, comme vous avez dit, et plutôt marginale. Alors quand on retrace un peu leur parcours biographique, il y a peut-être depuis le départ, il y a un petit quelque chose en fait, peut-être une réticence au courant dominant, l'envie un peu d'être un peu à part. Mais tout ça se cristallise autour de la question écologique. Alors ça peut être rapide, ça peut être progressif, mais c'est bien souvent par des lectures en fait, ou en voyant des documentaires. Enfin, on a tous en tête ces quelques, comment dire, des succès de livres ou de films qui provoquent cette rupture parce qu'elles montrent en fait que le monde que l'on connaît ne peut pas perdurer infiniment, parce que tout simplement pour des limites tout simplement physiques. Et c'est ça aussi qui fait le succès de la collapsologie vers un plus grand public. Après ma recherche, donc il y a des choses que j'ai pas étudiées, mais j'ai pu observer ça un peu de loin. Les gens arrivent à la collapsologie quand ils font ce constat-là, en fait. Ils se rendent compte bah, qu'un jour, enfin, qu'un jour ou l'autre, et de plus en plus rapidement, il faudra passer à autre chose. Il y a des choses qui vont changer tout simplement parce que le système physique, économique dans lequel nous baignons ne peut pas s'expanser, ne peut pas croître à l'infini. Donc voilà, c'est plutôt un constat intellectuel qui se fait à partir, je dirais, de lecture, voire de films. Ça peut être quelque chose d'assez marqué dans le temps, ou ça peut être très progressif. Ça peut se faire au fil des lectures, des rencontres, des discussions. Il y a un peu tous les profils à ce propos. Et c'est en rien lié à des milieux dans lesquels ils évoluent en particulier. Vous l'avez vraiment analysé comme étant des trajectoires plutôt Oui, individuelles. c'est des trajectoires individuelles, effectivement. C'est des personnes qui, dans leur coin, se rendent compte que il se passe quelque chose. Enfin voilà, c'est des épiphanies, pour reprendre un terme du religieux, qui sont effectivement tout à fait individuelles. Et donc après, ces personnes vont chercher, en fait, comme je vous l'ai dit, ce sont des intellectuels qui lisent beaucoup, etc. Donc elles vont être des boulimiques de lecture, de documentaires, etc. pour essayer de mieux comprendre le monde. Il y a vraiment
un trait assez commun de toutes ces personnes, c'est la recherche d'une perspective globale, panoramique, de comprendre le monde, cette volonté de comprendre comment le monde fonctionne, cette quête de maîtrise. Et voilà, petit à petit, cette image se forme. Et puis, il y a donc des associations qui se font, parce que quand on change, quand on bascule, quand on bouscule sa perspective, son rapport au monde, eh ben, il y a l'idée de ne pas rester seul et d'essayer de trouver des personnes qui ont des intérêts communs. Et ce qui passe donc par des lectures, ou par des rencontres qui peuvent se faire dans des conférences ou dans des séminaires, ce genre de choses-là. Donc des choses très intellectuelles. Et vu qu'on parle d'intellectuels et donc de précurseurs un peu de la collapsologie, ou en tout cas de cette écologie de l'effondrement, est-ce que vous avez identifié différents courants ou j'imagine ils n'ont pas tous le même regard, la même vision, et est-ce qu'on peut essayer d'identifier différentes manières de porter un certain regard sur justement une écologie de l'effondrement chez ces Alors, précurseurs? effectivement, ouais, il y a différents sous-réseaux, en fait, qui correspondent d'une part aux lieux dans lesquels ils se retrouvent, ils s'associent. Et ça, je renvoie de nouveau à mon livre, à la page 24, avec ce graphique qui donne une idée assez claire. Et moi, j'avais identifié donc quelques sous-réseaux auxquels j'avais donné des noms. Donc, il y avait ce réseau vraiment très centré sur les questions d'effondrement, à partir duquel a émergé la collapsologie, donc qui est vraiment très centré autour de l'Institut Momentum. Et puis il y avait aussi ce réseau qui était plus lié à des questions spirituelles, d'éco-spiritualité. Donc ça fait un deuxième sous-réseau. Il y a un autre courant aussi important, c'est celui des personnes, puisqu'on parle de spiritualité, qui viennent d'une éducation religieuse chrétienne et qui continuent de revendiquer. C'est le cas de la plupart des gens que j'ai rencontrés, en fait. Il y avait une attache religieuse dans leur enfance, de laquelle ils se sont pour beaucoup éloignés, mais pas tous. Et ceux qui ont gardé on va dire cette pratique, la plupart du temps catholique en France, protestante en Suisse, eh bien se retrouvent ils essayent de développer une forme d'écologie chrétienne. Après, il y a encore quelques autres sous-réseaux. Il y a les personnes qui se revendiquent beaucoup, qui sont vraiment très focalisées sur la question climatique, qui la mettent vraiment en avant, et qui restent très attachées au discours scientifique, à l'approche scientifique. C'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'avec cette revendication de la science, ils se retrouvent à proximité de milieux que j'ai pas fréquentés, mais dont j'ai pris connaissance, qui est le milieu plutôt des cercles rationalistes, ou je dirais presque scientistes, qui eux sont anti-écologistes. Donc c'est assez intéressant de voir comment on construit une image de réseau en allant voir différentes personnes, en voyant qui elles se connaissent, etc. Et puis il y a un cœur au fait du réseau qui se structure, et puis plus on s'éloigne vers la périphérie, plus on va aller voir des profils qui peuvent être très différents. Pareil du côté de ce sous-réseau d'écologie chrétienne. En périphérie de ce réseau, on se retrouve avec des personnes qui portent une vision non pas progressiste, mais très conservatrice, et qui se revendiquent de l'écologie pour porter donc cet agenda, si je puis dire, conservateur, et qui se revendiquent donc de l'écologie intégrale, avec à l'époque la question du rejet du mariage pour tous, donc la manif pour tous. Donc voilà, c'est assez riche, assez divers. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut que j'explique maintenant. Donc tout à l'heure, j'expliquais qu'il y avait donc ces deux axes au départ qui me semblaient tout à fait séparés. Et donc d'un côté l'axe vraiment autour des questions d'effondrement, et puis de l'autre l'axe très centré sur les questions de spiritualité. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné, comme je le disais, que ces deux axes, en fait, que les réseaux étaient tout à fait entremêlés, qu'il n'y avait pas en termes de perspective, de rapport au monde, globalement, toutes ces personnes de ces deux axes partageaient un même rapport au monde. Donc cette perspective catastrophiste, avec aussi une soif
de spiritualité, de quête de sens autour de cela. Seulement, certaines personnes mettaient en avant, spécialisaient leur discours public sur la question de l'effondrement. C'est le cas notamment des personnes associées à Momentum. Et alors que d'autres partageaient ce constat catastrophiste d'effondrement, etc., mais produisaient des discours publics, se spécialisaient sur la question spirituelle, et donc écrivaient des livres, etc., sur les questions d'éco-spiritualité. Et ce qui est intéressant, c'est que la rencontre critique qui m'a permis de me rendre compte de cet entremêlement, eh ben, c'est la rencontre de Pablo Servigne qui est à l'origine de la collapsologie. Donc ça montre bien comment la collapsologie se trouve quelque part à l'intersection de ces deux questions, donc de l'effondrement, de la possibilité d'effondrement civilisationnel d'un côté, et de l'autre côté, la question spirituelle du sens. Avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail justement sur cette question de la vision du monde qui est portée et de la question spirituelle autour de ces précurseurs, j'avais une question plutôt autour des pratiques en fait, ou de l'incarnation matérielle peut-être de ces différents courants de pensée, on va dire, puisque, on a dit, c'est des intellectuels dans des instituts, professeurs d'université qui produisent des livres, des écrits, etc. Mais est-ce qu'on retrouve aussi certaines pratiques, est-ce que vous avez parlé de Pierre Rabhi, alors tout de suite on pense au mouvement des colibris, des écolieux, avec ce genre de pratiques-là en particulier. Est-ce que ça, c'est une seule des types de pratiques ou manières d'incarner en fait ce mouvement à travers des façons de vivre alternatives? Est-ce que vous en avez vu d'autres? Est-ce que vous pourriez peut-être juste préciser un peu ces questions de Oui, pratique et tout à fait. d'incarnation? Ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'idée d'un cheminement, en fait. Où, en fait, quand ces personnes commencent à s'intéresser, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais en fait, il y a deux chemins. Moi, il me semble que le chemin le plus emprunté, c'était le chemin qui allait de l'écologie et de l'effondrement vers la spiritualité, ce qui donnait lieu à une évolution des pratiques. Le point de départ, en fait, c'est réduire son empreinte écologique personnelle, réduire son bilan carbone. Donc ça concerne plutôt un milieu urbain de personnes qui vivent à 150 à l'heure, qui sont très connectées, etc. Et pour lesquelles se pose voilà, la question de réduire l'empreinte de CO2, donc arrêter de prendre l'avion. C'était un élément structurant très fort d'un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer, alors qu'à l'époque, c'était une thématique dont on parlait beaucoup moins. Je me souviens avoir interviewé une climatologue qui disait que pendant longtemps, donc elle était très au fait des sujets climatiques et elle avait décidé personnellement d'arrêter de prendre l'avion pour des questions éthiques. Et elle disait qu'au début, elle n'osait pas le dire dans son entourage parce que les personnes à qui elle le disait se sentaient directement jugées et la catégorisaient comme une extrémiste, une fanatique, enfin quelqu'un qui allait trop loin. Et elle racontait comment, au bout d'un moment, finalement, elle s'était dit mince, c'est moi c'est mon choix, c'est mon éthique, les gens font ce qu'ils veulent et je le revendique. C'était assez intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que dans un premier temps, c'est très centré sur quel est l'impact j'ai physiquement sur la planète et comment je peux faire pour le réduire. Et puis petit à petit, vous avez ce cheminement vers des questions plus liées à l'intériorité, au soi, au sens, etc. Et les questions d'impact comme ça deviennent progressivement moins importantes. Peut-être parce que les personnes se rendent compte que quelque part, suivant, qu'elles arrêtent de manger de la viande ou de prendre l'avion, malheureusement, leur entourage, tout le monde s'en fiche un peu et ça n'a pas vraiment d'impact. Alors je ne dis pas qu'elles arrêtent de le faire, mais en tout cas, elles se focalisent sur autre chose et elles vont être plus dans l'idée de quitter la ville, de s'installer à la campagne, même si peu le font, et puis de s'intéresser plus à une reconnexion avec le vivant. Donc ça va être d'être plus de manger bio. Alors c'est intéressant dans les discours, vous avez des personnes qui vont vous dire je mange bio, mais c'est parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour les agriculteurs, je le fais surtout pas pour ma petite santé personnelle, ce qui est vu un peu comme égoïste. Et puis d'autres personnes qui disent je mange bio parce que mon corps est un temple, et puis je me soigne moi-même pour soigner la terre. Donc on se rapproche plus d'une approche éco-spirituelle. Et donc vous avez toute une gradation comme ça d'intérêts et de pratiques
qui vont se recentrer sur le soi, sur le bien-être, avec aussi les approches liées à la méditation, à la reconnexion au vivant, la pratique du travail qui relie, que je détaille assez précisément dans mon livre, qui sont des ateliers qui peuvent se dérouler sur une journée ou une demi-journée ou dans sa forme complète sur 3-4 jours, et où on passe par divers exercices où il y a la question justement de l'effondrement, mais aussi de se reconnecter au temps profond de la Terre, etc., de faire des exercices de reconnexion avec le vivant, des conversations sauvages, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur. Après, vous avez aussi des personnes qui viennent de milieux très alternatifs, spirituels, etc., qui sont directement, qui vont s'intéresser directement à ces pratiques, donc à ces, comment dire, à l'alimentation bio, à la méditation, etc. Elles sont déjà proches de tout ça, donc elles vont écologiser un peu leur pratique et leur discours. Mais elles n'iront pas s'intéresser fondamentalement aux questions d'impact, de bilan carbone, etc. On a parlé d'éco-spiritualité, un peu de travail qui relie, mais je suis pas sûr que ce soit forcément très clair pour tout le monde ce que c'est qu'en fait l'éco-spiritualité. C'est quoi? C'est sous quelles différentes formes? Comment est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus là-dessus? En quoi ça se c'est quoi ces pratiques? Comment ça s'incarne aussi? Alors, c'est vrai que je parle d'éco-spiritualité, qui est un terme qui est pas forcément, dont se revendiquent pas forcément beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer. Il y a peut-être un terme qu'il est intéressant de définir, qui est assez proche en fait en termes de rapport au monde et de pratique, c'est l'éco-psychologie. Alors l'éco-psychologie, qu'est-ce que c'est? Alors ce n'est pas une discipline c'est pas un courant de la psychologie clinique ou universitaire qui est enseigné dans les écoles supérieures ou à l'université. C'est une autre approche qui est en fait alternative. Le mot est forgé par un chercheur, enfin un penseur californien de la contre-culture qui s'appelle Theodore Roszak, et qui s'appuie sur d'ailleurs les travaux, la pensée de Carl Gustav Jung, qui est un fondateur, enfin, ouais, on va dire un père fondateur on va dire j'ai pas envie de dire des sciences, mais de la psychologie, oui, de manière générale, mais qui s'opposait à Sigmund Freud. Et finalement, ce qui est enseigné, la psychologie mainstream, c'est plutôt celle de Freud, qui est plutôt une psychologie qui considère les individus comme des monades, des entités autonomes, en lien avec les autres, évidemment, mais ayant leur pensée, leur conscient, leur inconscient, qui est vraiment propre à elles. Alors que Jung parle d'inconscient collectif, notamment, où pour lui, c'est beaucoup plus distribué dans toute l'humanité. Et ce que fait Roszak, c'est quelque part d'étendre cette idée d'inconscient collectif à l'ensemble du vivant. Et c'est pour ça qu'il en arrive à forger le terme d'inconscient écologique. Et la grande idée force derrière tout ça, c'est de dire que tout est interrelié et que nous faisons partie d'un tout. Donc c'est une forme de monisme, un terme que j'aime bien employer, que j'explique dans mon livre. Et que selon cette pensée moniste, en fait, se soigner soi-même, c'est soigner la Terre. Et si la Terre ne va pas bien, la Terre est entendue comme voilà, l'écosystème terrestre, l'ensemble du vivant. Si cette Terre ne va pas bien, nous, humains, ne pouvons pas, ou moi, humain, je ne peux pas aller bien moi-même. Et donc, il faut soigner l'un pour que l'autre aille mieux. Donc, à la fois se soigner soi et soigner la Terre, et que les deux sont absolument interreliés. Donc, un point important peut-être à souligner à ce stade, c'est que tout ça traduit, je vous avais dit tout à l'heure que les personnes que j'ai pu rencontrer pendant mon enquête avaient une perspective très globale. Ils voulaient comprendre comment fonctionnait le monde. Il y a différents termes qu'on peut associer à ça, c'est qu'ils assistaient beaucoup sur la pensée systémique. Donc l'idée que tout est lié, c'est le titre de ma thèse d'ailleurs, que tout est interconnecté, et que si on n'a pas cette pensée systémique, cette vision globale, holiste, la revendication du holisme est extrêmement présente, eh bien, on n'arrive pas à comprendre le monde dans lequel on vit et à apporter des réponses aux problèmes qui se posent. Et c'est comme ça qu'on critique très facilement finalement les approches de ce qu'on appelle la croissance verte ou le capitalisme vert. C'est de dire que ce sont des approches qui ne sont pas systémiques,
qui voit juste le problème écologique, on va dire, comme un problème en soi dans son coin et qu'il suffit de le résoudre et puis que tout ira bien par ailleurs. Eux, les personnes que j'ai pu rencontrer, mes enquêtés, ne se situent absolument pas dans cette perspective-là. Donc il y a cette revendication du systémisme, du holisme, et donc comme je le disais, du monisme. Le monisme, c'est cette recherche, cette quête de la totalité, du tout. Et c'est là qu'on s'approche évidemment de la question un peu de spiritualité, puisque quand on cherche à ce grand tout, eh ben on se retrouve assez vite dans des perspectives spirituelles, de quête de sens, de méditation, de quête de reconnexion à la nature, au grand tout, et quelque part à la recherche d'une forme de transcendance, mais qui est immanente. C'est les termes d'une personne que j'avais rencontrée, qui parlait d'immanence transcendantale. Pour cette personne, il y avait quelque chose qui dépassait, mais quelque chose qui dépassait, il était dans le monde. Et c'est assez intéressant, ça permet de faire le lien avec le discours des écologistes chrétiens dont je parlais tout à l'heure et qui représente un petit segment des personnes que j'ai pu rencontrer. Et ces écologistes chrétiens alors sont un peu mal à l'aise avec cette histoire d'immanence transcendantale, puisqu'elle évacuerait la question d'une transcendance, donc de Dieu. Et donc elles bricolent un peu pour rendre compatible leur foi avec cette perspective moniste. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent. Alors elles refusent toute accusation de panthéisme que leur renvoient évidemment ces chrétiens conservateurs qui se revendiquent d'une écologie intégrale, etc., pour défendre leur agenda lié à la bioéthique, à la famille, etc. Et donc elles se défendent de cette accusation de panthéisme, parce que personne ne se revendique du panthéisme, et elles parlent de panenthéisme. Le panenthéisme, c'est l'idée que Dieu est en tout, mais Dieu n'est pas tout, ne s'identifie pas à tout. Et c'est assez intéressant dans tous les entretiens que j'ai pu mener. Il y avait peu de gens qui se revendiquaient athées, ou alors elles se disaient athées, mais elles aimaient quand même. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même. C'était pas des personnes, je vous l'ai dit, donc c'est des personnes qui avaient un background, si je puis dire, qui avaient grandi dans la foi ou dans l'éducation chrétienne, et qui s'étaient éloignés des institutions, de l'Église, etc., mais qui restaient en quête d'une certaine forme de transcendance. Donc, qui peut passer par cette immanence transcendantale si elles ont pas de problème à chercher à s'inscrire dans l'Église, ou alors par ce panenthéisme. En fait, en vous écoutant et à travers en fait la description un petit peu de ces différents courants, de la manière dont on peut finalement essayer de les appréhender, j'avais une question qui est un peu celle qui, moi, m'obsède depuis quelques années, et qui est un peu la raison, hein, de ce podcast, qui est la question de la transformation sociale. De dire, voilà, c'est transformer les individus et se transformer soi, c'est très bien, mais finalement, si on veut faire advenir un changement de paradigme qu'on peut considérer comme souhaitable et désirable, c'est à travers un projet de transformation sociale. Et je me demandais justement, à travers ces précurseurs, donc, et ces personnes que vous avez interrogées, suivies, est-ce qu'il y a ce genre de projet qui est porté, de quelle manière, et comment est-ce qu'il est mis en pratique ou non? En fait, est-ce que ces intellectuels sont des acteurs de transformation sociale, et comment est-ce qu'ils s'y prennent pour le faire? Alors oui et non. Je pense qu'il se situe tellement à contre-courant la société que la question se pose pas en ces termes-là. Je pense que la question, elle est plutôt de se dire il faut déjà commencer à changer les imaginaires, changer le rapport au monde. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il se situe. Donc c'est pour ça que c'est des intellectuels qui produisent des discours et qui ont quelque part ont eu un certain impact. Hein. Des personnes, des noms que je vous ai cités, il y en a pas mal qui sont devenus des figures médiatiques assez connues. Je pense à Jean Covici, je l'ai pas rencontré, et puis il ne finira pas comme collapsologue, mais il gravitait quand même dans ces eaux-là. Pareil pour Valérie Masson-Delmotte, je pense mais voilà, c'est toujours un peu des figures un peu périphériques. Et puis Servigne, voilà, il a eu un grand succès médiatique. Mais voilà, je pense que la question à ce niveau-là, et c'est peut-être une limite aussi de la collapsologie, ça reste encore de penser que si on change notre manière de voir le monde, notre rapport au monde, alors le monde pourra changer. Alors c'est peut-être une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
mais on en est à ce stade-là de la réflexion au moment de mon enquête, donc 2012-2018. Et à ce niveau-là, c'est assez passionnant de voir les évolutions qu'ont pu être constatées. Dans ces années-là, l'écologie fait rarement la une des journaux et est abordée de manière complètement non systémique, je veux dire très compartimentée. Vous avez des journées télévisées où vous avez un sujet sur le climat et puis quelques secondes après un sujet sur les ventes de voitures qui baissent ou je sais pas quoi et on fait absolument pas le lien entre les deux. Enfin, peut-être c'est encore des choses qui se produisent, mais j'ai l'impression quand même moins. Il y a quand même une progression dans l'espace médiatique de peut-être prise de conscience, c'est un terme que je reprends de mes enquêtés, de l'importance des enjeux, même si on ne sait pas trop comment les aborder et qu'au final la société reste dans une forme de business as usual où les choses ne changent pas. Mais la transformation sociale est finalement assez peu pensée en tant que telle. Bon, après, la collapsologie, c'est aussi la pensée de l'effondrement. Donc, l'effondrement, quelque part, peut être perçu. Enfin, c'est perçu de manière assez théorique. Et puis, c'est de se dire, si effondrement civilisationnel il doit y avoir, et ben, il y aura cet effondrement. Et puis, ça sera peut-être après qu'il faudra reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, c'est quelque part un constat d'échec sur la possibilité de changer la société. Et puis, d'où justement l'essor de l'engouement pour les éco-villages, pour des petites sociétés d'entraide, avec cette idée que le système, voilà, donc le monde dans lequel on vit, ne changera pas de lui-même, donc il faut attendre qu'il s'effondre et il vaut mieux du coup aller vivre à la campagne dans des petites communautés résilientes qui s'entraident, etc. et reconstruire le monde d'après à partir de là. Il y a une référence courante, notamment à l'effondrement de l'Empire romain, alors qui se produit sur des siècles, mais qui a tendance à être pensé d'une manière très condensée, dans une temporalité très resserrée. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée qui me parlait des monastères autour desquels on va dire la civilisation, alors pensée en des termes un peu vagues, mais la civilisation occidentale se reconstruisait autour des monastères après l'effondrement romain. Mais c'est vraiment des pensées très schématiques où il y a toute cette question en fait de la perspective temporelle où le temps est vraiment condensé. Avec pareil cette idée alors c'est un débat chez les collapsologues. Un momentum entre les cataboliques et les catastrophiques. Alors les catastrophiques pensent que l'effondrement est quelque chose qui va être soudain, qui va se produire du jour au lendemain et que ça va être terrible, avec des références à la science-fiction, à la Mad Max, La Route, The Road, etc. Et puis les cataboliques qui sont plutôt à dire que on parle d'effondrement, mais en fait c'est des processus qui s'étalent sur des décennies, voire sur des siècles. Et je me souviens de Claude Bourguignon, que j'ai un petit peu rencontré, mais on n'a pas vraiment fait d'entretien, mais qui était les époux Bourguignon étaient pas mal, pouvait être une référence pour certaines personnes à cette époque. Et il disait, voilà, l'effondrement de Rome, ça s'est produit sur plusieurs siècles, et puis les habitants de Rome ne s'en sont même pas rendus compte, quoi. En fait, il y a eu des sacs de Rome, et puis on réduit en fait la perte de population de la ville de Rome et puis donc l'effondrement de l'Empire romain à ce sac-là, alors qu'en fait c'est des processus qui s'étalent sur des siècles. Donc, la question de la temporalité est très, très importante. Une question qui me vient aussi, c'est les liens que vous avez pu, pardon, entrevoir, entre, ces différents courants précurseurs de la collapsologie et puis ce qu'on appelle, aujourd'hui, les courants un peu alternatifs de type, New Age. Alors oui, très bonne question. Effectivement, je me suis assez vite rendu compte quand j'allais creuser du côté donc, de la spiritualité, de l'éco-spiritualité, qu'il y avait une très forte proximité avec ces courants qu'on appelle le New Age ou le développement personnel, ce qu'on appelle la contre-culture, les contre-courants alternatifs et les spiritualités alternatives. C'est ça la terminologie qu'on utilise aujourd'hui de préférence. On évite d'utiliser le mot New Age, auquel dont plus personne ne se revendique. Et ça a permis de voir qu'il y avait des affinités au fait, assez fortes entre ces courants alternatifs et la collapsologie. Affinités notamment en termes de rapport au monde. Voilà, j'ai déjà parlé de ce rapport au monde holiste et moniste. Et ben, c'est tout à fait dans ce type de rapport au monde qu'on retrouve dans ce milieu des spiritualités alternatives ou du New Age. J'ai aussi dit au fait qu'il y avait des
des personnes qui venaient à la collapsologie ou à cette forme un peu spirituelle de l'écologie et qui venaient donc de ces courants-là, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve. Autour de ça, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir qu'en fait, la collapsologie, elle n'émerge pas de nulle part. C'est vraiment un courant de pensée qui s'inscrit dans des courants plus anciens, et donc dont l'affiliation ne remonte pas seulement au courant d'écologie politique, dont on date l'origine à l'après-guerre, aux années 60, 70, mais qu'en fait, elle porte des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Et le New Age, alors c'est c'est un courant qui émerge dans les années 60, qui se développe dans les années 70 et 80 avant de beaucoup diminuer. Mais ce New Age, il vient pas de nulle part non plus, il vient des courants précédents, qui sont en fait donc d'autres courants alternatifs, d'autres courants spirituels. Je pense notamment à la théosophie, à l'anthroposophie, ou des choses plus courantes, plus anciennes, pardon, qui ont trait notamment à l'ésotérisme, où on peut voir aussi les liens qui peuvent être faits avec le courant romantique au XVIIIe et XIXe siècle, voire des choses encore plus anciennes, on voit avec le courant néo-platonicien, etc. Mais là, je vais pas rentrer dans les détails. Un autre point assez intéressant, je trouve, c'est de voir comment il y a aussi une forme de continuité et de retournement cyclique de la perspective millénariste. Cette idée de la collapsologie, c'est une perspective sur la fin du monde, ou en tout cas la fin d'un monde. C'est un peu comme ça que le disent mes interlocuteurs. Ils disent, et même maintenant avec les questions de climat, on se demande si ça peut pas être carrément la fin du monde, en tout cas la fin du vivant sur Terre. En tout cas, la question dans ma recherche, pendant mon étude, se pose plutôt en termes de fin d'un monde et de qu'est-ce qui suit la fin d'un monde. Donc la fin d'un système, la fin de ce monde occidental qui regorge de richesses, qui produit énormément d'objets et de déchets et de pollution. Et qu'est-ce qui émerge à la suite de ce monde qui pourrait donc collapser, s'écrouler, s'effondrer. Et donc, en germe, dans toutes ces pensées collapsologiques d'effondrement civilisationnel, de fin du monde tel que nous le connaissons, il y a en germe l'idée d'un monde à venir. Un monde à venir dont on a du mal à cerner les contours, mais qui est toujours espéré comme meilleur, comme moins matérialiste, comme donnant plus de place aux interactions, comme formé de petites communautés, etc. Donc puisqu'on a cette question de fin d'un monde et d'émergence d'un monde nouveau, on a quelque part une pensée millénariste. Et cette pensée millénariste, c'est assez intéressant quand on fait le lien avec ces contre-courants spirituels alternatifs, notamment le New Age, c'est de voir les effets de balancier qu'il peut y avoir entre des courants millénaristes apocalyptiques, c'est-à-dire avec une fin du monde violente, brusque, et puis des courants millénaristes qui voient les choses de manière plus progressive. Voilà, il y a des manières de formuler ça. On parle de pré- ou de post-millénarisme. C'est plus très clair dans ma tête, j'avoue, il faudrait que je me replonge là-dedans. Et je montrais, en fait, dans ma recherche, un aspect assez intéressant, c'était de voir comment, dans ces courants alternatifs, en fait, on oscille entre ces phases de fin du monde qui sont violentes, puis douces, puis de nouveau violentes, en prenant l'exemple de l'émergence du New Age. En fait, le New Age, il émerge dans un éco-village, dans une communauté intentionnelle, c'est comme ça qu'elle s'appelle à l'époque, qui est au nord de l'Écosse, qui s'appelle Findhorn, et qui est en fait constituée donc, de personnes un peu marginales, très alternatives, qui viennent beaucoup de la théosophie, et qui sont fortement influencées dans les années 50, après-guerre, par la perspective d'un hiver nucléaire, donc d'une fin du monde provoquée par une guerre nucléaire et un hiver nucléaire, et avec un possible échappatoire qui est la possibilité de venue d'extraterrestres. C'est l'époque des soucoupes volantes, des ovnis, etc. Et donc il y a cette croyance qui se développe que certaines personnes pourraient être sauvées grâce à ces extraterrestres. Et cette communauté, ils sont à fond là-dedans. Et il se passe, je crois que c'est un soir de Nouvel An, où il y a une personne dans la communauté qui est une des personnes fondatrices qui a des visions et qui dit les extraterrestres vont venir ce soir et nous allons être sauvés. Et puis, alors tout ça, on retrouve dans un livre d'un collègue, Stephen Sutcliffe, qui a écrit un livre donc, justement sur Findhorn. Et il explique comment donc, ces personnes se retrouvent en cercle au sommet d'une colline à côté de Findhorn et elles attendent l'arrivée des extraterrestres qui n'arrivent pas. Et c'est un point d'inflexion en fait dans cette pensée millénariste qui donc cesse d'être l'attente d'une fin du monde violente
et qui du coup donne naissance au New Age, qui est l'espérance donc d'un monde meilleur, mais ici et maintenant, à partir d'une transformation progressive des individus, donc sans qu'il y ait d'apocalypse, sans qu'il y ait de fin du monde violente. Et quelque part, eh ben, la perspective écologique, collapsologique, d'effondrement civilisationnel du fait notamment des contraintes écologiques, eh ben, ça peut être vu comme une réapocalyptisation de cette perspective millénariste, puisqu'on en revient à une perspective de fin du monde plus ou moins rapide et plus ou moins violente, en tout cas plus ou moins devant être affrontée et n'étant pas du fait seul de la transformation intérieure des individus, comme c'était le cas dans le New Age. Et peut-être pour préciser un peu aussi, du coup, sur la question de l'engagement politique, alors même si le fait de développer une alternative communautaire, territoriale, résiliente et peut tout à fait être considéré comme un projet politique. J'avais aussi une question, est-ce qu'il y a des activités au-delà, encore une fois, hein, de la production intellectuelle, d'activisme un peu plus concrètes, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui sont portées par ces personnes-là. Moi, j'avais en tête notamment le fait que Dominique Bourg se soit présenté aux élections européennes avec Delphine Batho, alors je crois que c'était en 2018 pour le coup. Et donc voilà, j'avais ça en tête, mais est-ce que ces personnes-là sont aussi intégrées dans des associations ou dans des collectifs militants? Alors à l'époque, hein, il n'y a pas encore Extinction Rébellion ni les Soulèvements de la Terre, hein, si je dis pas de bêtises, mais dans ce type un peu de mouvement. Je sais pas, à l'époque, il y avait Nuit debout à Paris, par exemple. Il y avait les indignés. Il y avait, est-ce que en fait, il y a déjà en fait une connexion entre certaines luttes sociales et mouvements militants au sein de ces courants précurseurs de la collapso? Alors les personnes que j'ai pu rencontrer étaient en fait assez peu versées dans l'activisme. Ils pouvaient se sentir proches et je suis sûr qu'aujourd'hui ils se sentent proches de tous les courants ou tous les mouvements que vous avez cités, mais ils n'étaient pas impliqués dedans. L'implication qui pouvait être faite, c'était vraiment, par exemple, des mouvements très locaux de transition, c'est-à-dire en s'inscrivant dans le mouvement des villes en transition. Donc c'était créer des petits groupes de résilience locale, ou alors l'idée de rejoindre des écolieux, des éco-villages. Mais non, c'était pas une période qui était favorable à ce type d'engagement, comme on le connaît plus aujourd'hui. Euh, et je pense aussi au Scientists in Rebellion, qui est un peu le pendant d'Extinction Rebellion pour les scientifiques. Ça n'existait pas à l'époque. Alors je pense que c'est des personnes qui se retrouveraient assez dans ce type de courant, mais c'est pas tellement le type de personne qui bat le pavé et qui va militer activement. C'est plutôt c'est des profils très intellectuels, de personnes qui pensent, qui se sentent plutôt bien de lire, de réfléchir, d'écrire, et qui peuvent sentir des affinités, mais qui font assez peu en termes d'engagement social. Ou alors ils le font par leur travail de nourrir intellectuellement ces milieux, mais c'est leur position. Et vous, qu'est-ce que vous retirez de cette enquête, en fait? Parce qu'elle a quand même duré 6 ans. Est-ce que vous continuez déjà aussi à travailler sur ces mêmes terrains, à vous intéresser à ces mouvements? Alors pour des raisons de financement institutionnel, mes recherches ont dû partir sur d'autres terrains. Et je m'intéresse maintenant à des questions d'effondrement, mais liées à la montagne, à la transformation de la haute montagne. Donc la montagne qui au sens propre s'effondre, et comment tout cela est perçu par le milieu de la haute montagne, par les gens qui fréquentent ces hautes montagnes dans les Alpes, et comment ils font face à cet effondrement en fait de la perception du milieu des paysages. Donc il y a une petite proximité, mais c'est plus des intellectuels de l'écologie, c'est pas plus des militants. Personnellement, oui, une enquête, ça vous transforme toujours hein, quand vous passez 6 ans à étudier un milieu. En fait, moi, je me sentais assez proche intellectuellement du milieu que j'ai étudié au départ. Et c'est pour ça que je voulais faire ce pas de côté, en fait. Je voulais l'étudier plus précisément pour bien comprendre les ressorts de ces manières de penser, de cette forme d'engagement. Et,
Et je ressors, je me sens toujours en affinité en fait avec ces milieux-là, mais avec peut-être en plus une forme de pas de côté qui est en fait le rôle de l'anthropologue. L'anthropologue, il est là pour mettre à jour non pas ce qui n'est pas dit, mais ce qui est évident, ce qui est dit et dont on ne remarque même pas tellement ça va de soi. Et donc c'est en fait c'est tout le travail que j'ai essayé de mener en faisant cette thèse, c'est de montrer quelles sont les structures de cette pensée de ces écologistes qui pour eux relèvent de l'évidence. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure donc cette pensée systémique, ce rapport globalisant, ces formes de holisme, ce monisme, c'est vraiment ça le cœur de mon enquête. Et du coup, aujourd'hui, bah, je me sens toujours en affinité peut-être avec ces personnes, mais peut-être avec cette petite distance, ce petit pas de côté, qui fait que j'ajoute une couche d'approche réflexive, de dire effectivement, c'est intéressant de penser tout cela, mais il y a quand même quelques limites. Alors ces limites, je les aborde assez peu dans mon livre, mais il y a la question sociale, en fait, est très peu la question des minorités, la question coloniale est très peu abordée dans les entretiens. C'est pour ça du coup que je l'aborde pas parce que j'ai pas de matière à ce propos-là et c'est vraiment un angle mort. Et puis il y a aussi la question de la temporalité que j'ai un petit peu abordée déjà, mais les personnes qui s'inscrivent dans cette collapsologie, il y a tout un imaginaire en fait de l'effondrement brutal, rapide, violent, qui ne cadre pas forcément avec d'autres formes d'effondrement qui peuvent être beaucoup plus progressives. Après voilà, Servigne et Stevens n'insistent pas trop sur le climat. Je pense que c'est enfin, ce qui se passe actuellement ces dernières années, et je m'en rends compte en travaillant justement sur la haute montagne. Mais la transformation du climat ces dernières années, ça va tellement vite que c'est extrêmement préoccupant. Ça fait peur. Et c'était pas le sens au fait de l'effondrement systémique au fait qui est pensé par Servigne et Stevens. Mais il y a un énorme sujet là-dessus. Et si vous aviez des conseils, pardon, pas des questions, à donner aux personnes qui sont assez sensibles à la question de la collapsologie, justement pour peut-être opérer un peu ce pas de côté ou agrandir l'angle hein, finalement avec lequel, enfin le prisme de lecture, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, lisez mon livre. Il coûte 24 euros et on le trouve dans les bonnes librairies. Et il est gratuit en lecture en ligne par PDF. Parce que je fais vraiment ce travail de pas de côté. J'ai été un petit peu déçu d'ailleurs d'avoir pas tellement de retours en fait, des gens que j'ai rencontrés. Je vous ai dit, c'est des intellectuels donc qui ont tout à fait le bagage théorique et pourraient justement faire ce pas de côté. Et puis j'ai été surpris de voir que finalement il le faisait pas tant que ça. Donc je pense que mon livre est une bonne entrée en matière, même s'il a ses limites sur tous les, comme je le disais, sur toute la question sociale, veut dire parce qu'en fait c'est un milieu très homogène, hein, c'est un milieu blanc, classe moyenne supérieure, extrêmement éduqué, comme je vous l'ai dit. Donc on a un milieu très homogène qui pense ces questions d'écologie et qui pense le monde pour tout le monde en fait. Et il y a peut-être des travaux en cours qui se penchent à d'autres formes d'écologie concernant d'autres segments de la population, mais ça reste quand même très cantonné à ce milieu-là, comme vous et moi d'ailleurs, je pense, et les personnes qui nous écoutent, je suis sûr. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est assez intéressant de prendre une certaine distance par rapport à ça. Et je pense que mon travail, ma recherche et mon livre, ils contribuent un petit peu, puisqu'ils proposent ce décentrement par rapport à ce rapport au monde que nous partageons. Voilà, ce nous étant vous, moi, et sans doute beaucoup de personnes qui nous écouteront. Et donc, pour faire ce décentrement, quand on est ce qu'on est, eh bien, c'est pas mal de passer par l'anthropologie. Je pense que l'anthropologie est vraiment l'approche idéale pour ça, puisque elle va, comme je vous disais, mettre le doigt sur l'évidence, montrer ce qui est évident, montrer que ce qui est évident n'est pas évident pour tout le monde en tout temps. Et une fois qu'on a fait ce travail de déconstruction de nos évidences, eh bien, on peut avancer, on peut aller beaucoup plus loin et on peut réfléchir beaucoup plus efficacement à notamment
sur la question de la transformation sociale à des alliances avec d'autres segments de la société. Merci beaucoup, Jean Chamel. Merci à vous.